Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information pour cette nouvelle semaine. Deuxième jour de visite ministérielle à Mayotte. Une visite axée aujourd'hui sur les questions de lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi sur le pouvoir d'achat. En fin de journal, vous pourrez suivre en direct de la Case Rocher à Dzaoudi l'entretien mené par Siti Daroussi et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Dans cette édition, nous reviendrons notamment sur le projet de réforme du droit du sol à Mayotte, porté par le ministre de l'Intérieur. Nous entendrons la réaction d'élus locaux à ce sujet. Et puis dans l'actualité, il y a la rentrée scolaire dans 2 jours et ce matin, c'était la pré-rentrée pour les enseignants. Nous étions au lycée des Lumières de Kaweni où le personnel affichait un bel enthousiasme. Et on commence avec ces images du jour de la visite ministérielle qui a commencé ce matin à 8h à la gendarmerie de Pamandzi. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer ont lancé une cérémonie débutant par une revue des troupes de la gendarmerie et de la police nationale. Gérald Darmanin a profité de cette occasion pour décorer 9 récipiendaires, 4 fonctionnaires de la police nationale et 5 gendarmes, des médailles de la sécurité intérieure. Ensuite, c'est toujours à Pamandzi, au centre de rétention administrative, que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Il a pu notamment visiter l'annexe du tribunal judiciaire de Mamoudzou. En effet, une salle d'audience a été créée sur site afin d'accélérer les reconduites à la frontière. Vous l'aurez compris, la lutte contre l'immigration clandestine reste au cœur de cette visite ministérielle. À ce sujet, je vous propose de découvrir les derniers chiffres des reconduites à la frontière. Le récit est signé Zora Abdoukafé. La plus grande partie des reconduites à la frontière s'effectue vers les Comores, le reste vers Madagascar avec 245 reconduites à la frontière. Les interpellations à terre sont en baisse. En 2022, elles sont de 10 532 contre 12 329 en 2021. En mer, pour la protection des frontières, il y a eu 359 quassas détectés et 227 interpellations. La surveillance aérienne est accrue avec un appui des intercepteurs en mer. Résultat, 80% de mise en échec des tentatives d'entrée sur le territoire et 67 quassas ont fait demi-tour. Bilan, 3000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et 2000 cartouches de cigarettes de contrebande ont été saisies. Des investigations ont permis la mise à jour de réseaux de passeurs. Pour la filière malgache, il y a eu 3 condamnations dont 2 incarcérations. Et pour la filière comorienne, il y a eu 1 personne mise en cause et incarcérée qui aurait permis le transport de 10 000 étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs, des aménagements effectués sur l'îlot de Mtsamboro ont pour but de renforcer et intensifier la lutte contre l'immigration. Il a affirmé hier dans les colonnes du JDD, dans un long entretien, Gérald Darmanin précise qu'il va réduire drastiquement le droit du sol à Mayotte. Et à ce sujet, le député de Mayotte, Mansour Kamardine, ainsi que le maire de Dzaoudi l'Abattoir, Saïd Omar Wali, se sont exprimés pour réagir à ce projet de réforme du droit du sol. 2 avis, vous le verrez, opposés. On les écoute. Nous avons depuis hier un certain nombre de déclarations qui nous paraissent aller dans la bonne direction. Par exemple, la suspension du droit du sol, l'exigence d'une régularité de séjour des 2 parents pendant un certain temps, la possibilité de traquer les faussaires, notamment ceux qui font des reconnaissances des frauduleuses, tout ça, il faut les traquer parce que Mayotte est en train de couler. Nous assistons à une invasion barbare migratoire. Si les Mahorais ne prennent pas conscience de cette difficulté, de cette situation, je crois que personne ne viendra à notre secours. Avant, le ministre a dit que le problème de Mayotte, c'est la démographie. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui seront nés ici, apatrides, qui n'ont pas de nationalité et qui vont continuer à nous embêter en quelque sorte et qu'on sera obligé de prendre en charge. C'est-à-dire que je suis obligé de les scolariser, c'est-à-dire des frais de fonctionnement, etc., etc. Et puis arriver en terminale, bien évidemment, ils ont leur bac, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui ils sont. Je pense que ce n'est pas la solution. Il faut trouver d'autres solutions. Peut-être que... mais celle-là, en tout cas, moi je le mets en doute.
Écoutons à présent la voix de la population comme suite à cette visite ministérielle. Les attentes, les réactions sont recueillies par Daniel Abdou. À mon avis, ce n'est pas une bonne chose parce que quand Mayotte est français, je ne vois pas pourquoi il y a des droits exceptionnels à Mayotte et des droits exceptionnels en métropole. Donc pour moi, à mon avis, supprimer le droit du sol, ce n'est pas une bonne idée. Et je pense que ça ne changera pas fondamentalement les choses parce que même en n'ayant pas la nationalité française, les gens viendront quand même, ils viendront pour l'éducation, ils viendront pour la santé, ils viendront pour l'espérance d'un meilleur cadre de vie. Et pour moi, ce n'est pas la solution miracle pour lutter contre l'immigration. Les solutions pour lutter contre l'immigration, ça va être déjà de tenter de sédentariser les populations chez elles. Ça passera par la coopération. On sait que c'est compliqué, à chaque fois qu'on parle de coopération, c'est tout de suite un sujet un peu sensible. Mais on n'arrêtera pas de faire fuir les gens tant qu'ils ne seront pas bien chez eux. Ensuite, il y a d'autres choses à voir. On fait souvent l'amalgame immigration clandestine ou irrégulière et délinquance, peut-être. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut améliorer la vie de tout le monde. Et je pense qu'un gros point qui bloque, c'est aussi notre titre de séjour territorialisé, qui va bloquer un jeune qui va sortir du lycée, par exemple, qui n'aura pas de place à l'université de Dembéni et qui n'ira pas en poursuite d'études s'il n'a pas un visa. Et là, s'il n'est pas en poursuite d'études, qu'il ne trouve pas de travail, qu'il n'a pas de stage, qu'il n'a rien, il passera en mode survie. Et passer en mode survie, souvent, c'est tomber dans la délinquance. Et en fin de matinée, la délégation ministérielle a visité la caserne des pompiers d'Aqua, dans le nord-ouest de l'île. Et par la suite, à Combani, elle a pu découvrir les ateliers BTP au RSMA. Le résumé de cette double visite avec Bibi Mariam Halidi, Nasma Adrachi et Fahar Housseni. C'est un accueil chaleureux de la part des soldats du feu maoré. Le colonel Olivier Ness a présenté à la délégation ministérielle les nouveaux outils mis à leur disposition pour la sécurité de la population. Le jour où il y a un cyclone qui passe sur Mayotte, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de route. Et donc il faut pouvoir y répondre. Et à cela, entre autres, nous avons présenté ce matin une valise satellite qui nous permet de rétablir des communications. Une valise de télémédicalisation qui permet de traiter les blessés sur le terrain avec un médecin régulateur derrière un écran. Et la troisième chose, c'est la modernisation de notre parc avec des pompes haute pression qui permettent de traiter des situations avec très peu d'eau et très peu de moyens mouillants. Les sapeurs-pompiers attendent des mesures concrètes pour leur sécurité dans les casernes, mais aussi sur le terrain. Les pompiers de Mayotte souhaitent à ce que l'État, le ministre, s'y penche un peu plus sérieusement sur ce sujet et que enfin les pompiers qui doivent porter secours puissent être couverts quand ils vont à un lieu d'intervention ou tout simplement quand ils sont dans le caserne. Au RSMA, les ministres sont venus constater le travail fourni par les militaires dans la formation des jeunes Maorés. Dans sa tradition d'aide à la jeunesse mahoraise, le RSMA insère chaque année 82% de ces jeunes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre au SMA, 4 fois sur 5, il va soit rentrer dans un emploi, soit poursuivre sa formation. Ici à Mayotte s'il le veut, ou s'il le veut aussi en métropole, pour ensuite revenir. Chaque année, près de 29 millions d'euros sont investis au RSMA pour la réussite de la jeunesse de l'île. Et la délégation ministérielle s'est rendue cet après-midi au centre hospitalier de Mayotte, à Mamoudzou. Sur place, ils ont pu constater l'avancement, en tout cas, ou l'avancée des travaux du service des urgences. Par la suite, ils ont pu également rencontrer les différents personnels de l'hôpital. À ce sujet, je vous propose d'écouter le directeur du CHM. Le deuxième hôpital, il va permettre à la fois de pouvoir donner un projet pour montrer que l'État républicain, puisqu'il s'agit de 350 millions d'euros en tout, entre la rénovation de celui-ci et le deuxième hôpital, qui a un projet où on met beaucoup de moyens pour pouvoir faire venir des parturientes, des malades, mais aussi évidemment des médecins et leurs spécialités. Il y a un projet de recherche
avec évidemment cette première année de médecine. Et puis il y a, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure la communauté de santé, des médecins ou des infirmières ou des infirmiers qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a pas simplement que la maladie qu'ils traitent ici, mais il y a la possibilité d'avoir l'ensemble du suivi médical, les données médicales, les recherches médicales, et que nous pensons, nous, que c'est le projet qui fait venir les personnes. Le projet de deuxième hôpital qui sera à Combagny, et qu'est-ce qu'on va faire dans ce deuxième hôpital et comment on va s'organiser pour construire ce deuxième hôpital, parce que je le répète, dans le premier coup de pioche doit commencer en 2025 pour une ouverture en 2028. Qu'est-ce que l'hôpital peut mettre en place pour que les médecins, les infirmières, les kinés viennent ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder ? C'est-à-dire l'accueil, l'accompagnement. Et puis il y a aussi les projets. Je pense qu'un hôpital est attractif quand il a des projets. S'il n'y a pas de projet, les médecins, ils n'ont pas envie de venir. Là, vous avez une urgentiste, elle est venue aujourd'hui. Pourquoi elle est venue travailler à l'hôpital de Mamoudzou ? Parce qu'il y a des projets de construction d'un nouveau service d'urgence, d'un nouvel hôpital. Et tout ça fait que ça attire. Vous l'aurez compris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, intervenait au même titre que le directeur général du CHM concernant le projet du nouvel hôpital. Dans l'actualité de cette visite ministérielle, la cherté de la vie, l'une des plus grandes préoccupations de Mahorais. Et ce lundi, elle était au centre des discussions au marché de l'Abattoir, lieu qui a accueilli le ministre délégué aux Outre-mer. Sur place, Jean-François Caranco a fait quelques propositions. Chafanti Alibako, Jaïdi Maolida. Le ministre Jean-François Caranco mis face au coût de la vie. Un comparatif des prix Métropole Mayotte lui est présenté au marché de l'Abattoir. On voulait bien sûr montrer au ministre combien la vie est chère ici, 10 fois plus chère qu'à Métropole. C'est une des raisons que nous avons pris de produits emblématiques à Mayotte où les gens consomment régulièrement pour qu'ils voient de visu. Parce que souvent, quand on dit, parfois on ne croit pas, mais quand on montre, tout le monde est d'accord. Au cours de son discours prônant la production locale, le ministre délégué est une nouvelle fois interpellé, cette fois par un membre du collectif Les Citoyens de Mayotte. Et surtout là, à l'endroit où vous êtes, quand on parle de fruits et légumes, le Mahorais ne peut même pas s'offrir un ananas à 5 €. Donc comment est-ce que vous allez pallier à cela en sachant que le salaire minimum n'est pas égal à celui de la métropole ? On pose des questions, on sait très bien qu'on n'aura pas de réponse. Ces personnalités, ces personnes sont venues là, ils ont des conventions signées. Nous aujourd'hui on sait que même les écrits ne valent rien tant qu'on ne voit pas les actes. Une nouvelle convention a justement été signée. Les enseignes de la grande distribution BDM et Sodifram s'engagent à étoffer le panier de la ménagère. Chacun fait l'effort, ça vaut pas que pour la production, ça vaut pour le transport notamment, ça vaut sur des sujets électroniques. Il faut qu'on arrive à avoir un panel de produits à disposition des habitants de chacun des territoires pour offrir un panier familial moins cher et surtout stable. Je les vois tous un par un, et je vais leur demander de faire l'effort. S'ils ne font pas l'effort, il faudra regarder avec les règles de la concurrence. Le ministre Jean-François Caranco s'est aussi engagé à entamer des discussions avec le gouvernement pour renforcer le processus. L'actualité à Mayotte ce lundi, c'est aussi la pré-rentrée des enseignants. La parenthèse des vacances se referme et il faut se remettre dans le bain pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions mercredi. Exemple au lycée des Lumières ce matin à Kawini avec Ilona Youssoufa et Fahar Housseni. Retrouvailles pour certains, premier pas pour d'autres au lycée général technologique et professionnel des Lumières. Les professeurs reprennent le chemin de l'école avant l'accueil des premiers élèves mercredi. Contente de reprendre le chemin de l'école, à la fois donc, pour retrouver notre lycée, les collègues pour commencer, donc entre aujourd'hui et demain, et puis les élèves à partir de mercredi. C'est ma 5e rentrée au lycée des Lumières, donc c'est un établissement que je connais bien, et donc je sais en effet que j'aurai trois classes. Donc je connais déjà les niveaux, donc première et terminale, donc j'enseigne en lycée professionnel. Déroulement de l'année, protocoles sanitaires, règlements intérieurs sont au cœur de la réunion ce matin. Une fois le recteur arrivé pour encourager le corps enseignant, les professeurs ont eu le droit à une visite de l'établissement. Pratique pour les nouveaux arrivants. Ils sont une 40aine cette année, à l'instar de Marie Sabot. Même si j'ai déjà travaillé à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, Mayotte, c'est quand même, il y a des particularités qui sont, qu'il faut cerner.
Donc c'est rassurant et puis ça donne surtout envie de s'impliquer. C'est un plaisir, aucun stress pour cette rentrée. Les inquiétudes, comme vous le savez, c'est l'insécurité. C'est la première chose. Ici, on est à Kawini, donc c'est quand même un quartier très difficile. Et donc, comme l'a évoqué monsieur le proviseur, l'objectif aussi, c'est de travailler avec le quartier. Au total, ce sont 182 professeurs qui accompagneront les 2800 élèves du lycée pour cette nouvelle année scolaire. Et un petit mot de social pour vous dire que la fin de la grève à la société Renault-Somiva a été actée ce soir. Les 3 points de revendication principales, en tout cas concernant cette grève, ont été acceptés, notamment le 13e mois. Les salariés reprennent donc le travail demain après 10 jours de grève. Et à présent, nous allons prendre la direction de Petite-Terre à Dzaoudi. Comme convenu, vous allez pouvoir suivre en direct de la Case Rocher l'entretien mené par Siti Daroussi avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonsoir Siti. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous et nous sommes à la Case Rocher à Dzaoudi en compagnie donc du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, on va aborder différentes thématiques liées à votre double casquette. À commencer par le quotidien de la population. Monsieur le ministre, alors il y a eu les actes de violence la semaine dernière, les émeutes à Kawini, avec, comme le disait le directeur territorial de la police nationale, Laurent Simonin. À un moment donné, les policiers ont dû faire face à près de 300 émeutiers. Et puis, dans la même semaine, il y a eu cet incendie des locaux de la communauté des communes de Petite-Terre. Monsieur le ministre, votre réaction déjà et quelle réponse ferme et dissuasive face à ce genre de situation? Je mets de côté l'incendie sans doute criminel contre ce siège d'agglomération. Il vient faire suite à beaucoup de menaces contre les élus ici à Mayotte, que je veux évidemment assurer de mon entier soutien, que j'ai rencontré, parce qu'il y a une enquête judiciaire. Et je ne voudrais pas la commenter, mais je vais évidemment condamner cet acte s'il était criminel. Je veux peut-être davantage revenir sur les émeutes que vous avez évoquées, qui sont inacceptables, et dont le directeur de la police a eu raison de dire que parfois il y a plusieurs centaines de jeunes, de délinquants, qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et il faut bien comprendre, ça n'a pas souvent été dit, pourquoi il y a eu ces émeutes. Il y a eu ces émeutes parce que la police aux frontières, les policiers, font leur travail, de plus en plus, si j'ose dire, avec énergie, avec les effectifs qu'on leur donne, pour arrêter des immigrés illégaux. Et c'était le cas ce soir-là. C'est-à-dire qu'ils sont intervenus pour interpeller des immigrés illégaux, pour pouvoir les renvoyer dans leur pays. Et il y a eu une réaction de la part d'autres immigrés illégaux, sans doute, contre la police nationale, et ils se sont fait harceler. Et moi, je veux dire que nous ne céderons pas. On va protéger les Mahorais, on va protéger Mayotte, on renforcera encore les effectifs de police et de gendarmerie. Un quatrième escadron de gendarmerie mobile sera à demeure, je l'ai annoncé, à Mayotte. Et on continuera à faire notre travail pour lutter contre l'immigration illégale. Alors, il y a eu les demandes des syndicats de police qui attendent beaucoup de vous et des annonces que vous allez faire. Monsieur le ministre, il y a cette demande donc de fonctionnaires de police mahorais ou des syndicats ici qui voudraient voir plus de jeunes mahorais qui sont fonctionnaires de police soit en métropole ou dans les autres DOM. C'est d'ailleurs une demande commune aux autres départements des territoires français. Est-ce qu'il peut y avoir une dérogation à ce niveau-là ? Alors, la difficulté de Mayotte, c'est que l'île qui est petite, mais qui a beaucoup de population, et qui est une population qui croît, comme vous le savez, a peu de zones de police et a plus de zones de gendarmerie. Et il y a effectivement ici des communes où le nombre de population correspondrait en métropole ou dans d'autres territoires ultramarins à des zones de police. Et donc la demande des élus, la demande des syndicats de police, la demande des Mahorais, je le comprends bien, c'est que de jeunes Mahorais ou des Mahorais tout court puissent revenir alors qu'ils sont fonctionnaires de police dans leur île. Moi, j'y suis bien sûr favorable. Donc je reviendrai au mois de novembre prochain avec Jean-François Carinco. Je mettrai à l'ordre du jour, parce que c'est plus complexe évidemment que ça, la question des zones de police et de zones de gendarmerie pour voir si on peut effectivement créer une nouvelle zone police ici à Mayotte. Je n'ai pas la réponse, je la pose sur la table. Il faut un nouveau commissariat, il faut des équipements. Et cette zone police nouvelle permettra de faire venir beaucoup de jeunes Mahorais
pour revenir sur le sol de Mayotte. Donc ce soir, pour les syndicats, il peut y avoir une réponse positive. Il peut y avoir pour les syndicats, pour les Mahorais, pour la police nationale, pour les élus qui me l'ont demandé. On ne fait jamais ça contre l'avis des élus. En tout cas, au mois de novembre prochain, ce sera l'ordre du jour de la réunion que j'aurai avec eux. Et si on doit décider, on la décidera dans les mois qui viennent. Justement, en parlant des élus, ils vous demandent un fonds exceptionnel pour les aider à recruter, à former surtout leurs policiers municipaux. À ce niveau-là, quelle réponse ce soir ? Les maires ont raison de vouloir avoir des polices municipales. Moi, j'ai été maire et je sais que c'est très important et c'est difficile de les former, ces policiers municipaux, et de les garder. Et c'est encore plus difficile à Mayotte, bien évidemment. Alors moi, je leur ai déjà dit qu'il ne s'agit pas là d'une décision d'État, il s'agit d'une décision des communes, puisque c'est la fonction publique territoriale. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui gère les policiers municipaux, lui, il gère les policiers nationaux. Mais je leur ai dit également que le fonds que nous avons et qui équipe déjà beaucoup de communes, comme Mamoudzou, de caméras de vidéoprotection et que j'ai augmenté de 40%, qui permet aux villes de mettre des caméras, étaient prêts à financer leur police municipale. Et donc j'ai dit aux maires qui sont venus me voir il y a 2 jours, dans un dialogue républicain, que j'étais à leur disposition et que le préfet se tiendra à leur disposition s'ils veulent recruter, s'ils veulent équiper, acheter des voitures, des caméras, des uniformes, des armes. Nous financerons une très grande partie de ces polices municipales. À quelle hauteur ? Ça dépendra des projets, mais on peut faire jusqu'à 50%. Alors, face à la situation locale exceptionnelle, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, alors de janvier, juste les chiffres publiés par la préfecture, de janvier à juin de cette année, la délinquance générale a augmenté de près de 15%, près de 9% en zone police, et dans le détail, et près de 19% en zone gendarmerie. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont-elles augmenté de plus de 16%. Les 2 zones sont concernées cette fois-ci aussi. Face à cela, même si ce n'est pas leur mission première, et ne faudrait-il pas faire intervenir, même occasionnellement, l'armée pour aider, épauler gendarmes et policiers ? Non, l'armée peut nous aider, elle nous aide déjà contre l'immigration illégale. Sans doute faut-il renforcer encore notre façon de lutter contre l'immigration illégale, mais la sécurité publique, l'ordre public revient à la police et aux militaires de la gendarmerie. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est 3 choses. D'abord, il faut qu'on équipe encore mieux nos policiers et nos gendarmes. Il y a des armes qui ne sont pas possibles à utiliser quand on est policier à Mayotte, parce qu'on a en face de soi des enfants, il faut dire la vérité, qui ont entre 11, 12 ou 13 ans et qui ont des machettes ou des haches. On ne tire pas à balles réelles sur des enfants qui ont 11 ans. Par contre, on doit évidemment pouvoir interpeller ces enfants et on doit pouvoir après donner une réponse pénale, j'y reviendrai. Donc j'ai entendu ce matin ce qu'ont dit les policiers et les gendarmes, j'ai appelé le directeur général de la police nationale et je reviendrai au mois de novembre, donc c'est-à-dire dans 2 mois, avec des propositions d'armes intermédiaires. C'est en fait pas des tirs à balles réelles, ça peut être des tirs de plastique, ça peut être certains types de grenades, pour pouvoir répondre à cette impunité qui est inacceptable. Et moi je veux aider les policiers et les gendarmes qui font un travail formidable. Il faut aussi une réponse pénale plus forte. Non pas que les magistrats ici soient mous, ils font un travail extraordinaire. Il faut davantage sans doute renforcer leurs moyens, le garde des Sceaux y veille. Mais il faut qu'on puisse avoir une réponse pénale qui corresponde à ces jeunes enfants. On ne peut pas envoyer des enfants de 11 ou 12 ans en prison. Et pourtant, il faut qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui que ces enfants ne connaissent pas de sanctions et d'éducation. Et donc, ce qu'a annoncé Éric Dupond-Moretti juste avant mon déplacement avec Jean-François Carinco, de ce centre éducatif fermé, c'est une très bonne nouvelle pour Mayotte. En gros, c'est quand on arrêtera des enfants de 12-13 ans, au lieu de les mettre en prison, on les mettra dans un centre d'éducation fermé et ils feront leur peine là avec les éducateurs. Et j'ai annoncé tout à l'heure que dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Et j'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui. L'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien, on le fasse ici à Mayotte. Mais est-ce qu'en attendant la construction de ces structures, est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire jouer la solidarité nationale en les dispatchant un peu partout dans les autres départements au territoire national ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'ici, il y a un petit loupé. C'est lorsqu'il y a des gens qui sont sanctionnés ou qui sont envoyés en prison ou dans des centres éducatifs fermés, ils ne vont pas assez, un tout petit peu, beaucoup trop peu, dans des autres territoires. Ça peut être le cas évidemment à La Réunion, ça peut être le cas dans nos territoires ultramarins, ça peut être le cas bien sûr en métropole, pour purger leur peine. La maison d'arrêt ici, la prison, elle est à 160% d'occupation. Donc il faut absolument une deuxième prison également. Donc il faut à la fois de la solidarité, vous avez raison,
J'en parlerai avec mon collègue ministre de la Justice. Et en même temps, des constructions de places de prison supplémentaires. Alors, face à la multiplication des actes de délinquance et des violences, l'ancien préfet Jean-François Colombet avait déclaré par 2 fois que les autorités allaient poursuivre, interpeller les auteurs de ces actes de violence et faire payer les parents, même si ces parents étaient pauvres, les dégradations que les enfants faisaient, et que parents et enfants seraient par la suite renvoyés dans leur pays d'origine. Ces mesures peuvent-elles être appliquées ici ? Oui, alors d'abord, je constate que la police aux frontières avec la gendarmerie a des réussites très fortes dans la lutte contre l'immigration illégale. Plus de 20 000 reconduites à la frontière l'année dernière. Et tout à l'heure, j'étais au CRA, au centre de rétention administratif. On en est déjà, alors qu'on est au mois d'août, à plus de 19 000 personnes qui ont été reconduites à la frontière. Donc vraiment, je veux dire qu'après les années du Covid, qui ont été des années difficiles, bien évidemment, notre fermeté vis-à-vis des Comores et vis-à-vis de certains États africains va continuer. Et d'ailleurs, je verrai le président de la République la semaine prochaine pour évoquer des propositions pour être encore plus ferme sur ce sujet. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a proposé l'ancien préfet, c'est-à-dire faire payer pour les dégradations. Nous sommes en train d'étudier au niveau national une façon que même lorsque les gens ne touchent pas un salaire mais des prestations sociales, on puisse effectivement leur faire payer leurs dégradations pour eux et pour ceux qui sont sous leur responsabilité. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, vous vous occupez aussi des cultes en France. Alors, en parlant de troubles à l'ordre public à Mayotte, depuis plusieurs années maintenant, Mayotte fait face à l'importation d'autres pratiques de l'islam qui n'a rien à voir avec la pratique traditionnelle des Mahorais. À Barakani, par exemple, il y a la population qui dénonce la présence d'un groupe qu'elle décrit comme étant salafiste, en tout cas qui pratique un islam opposé à ce qui se fait ici. En vous occupant du culte, qu'est-ce qui doit être fait, qui doit intervenir et quelles décisions prendre par rapport à ce phénomène ici ? D'abord, je veux dire que dans la République, tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire et que les musulmans, dans la République, ont le droit, évidemment, de pratiquer leur religion et sont éminemment français, comme sur tout le territoire national. Et je sais ici qu'à Mayotte, qui est une île éminemment française, qui l'a prouvé et qui le redit, qui est très patriote, la religion musulmane se confond avec l'amour de la France. Et je veux vraiment le souligner. Ensuite, nous devons tous lutter, à Mayotte comme partout sur le territoire national, mais partout dans le monde. Nous devons lutter contre la radicalisation et contre la perversion des religions, quelles qu'elles soient, mais singulièrement de la radicalité en islam, qui est l'islam politique. Et donc ici, je n'ai pas de sonde négative, je veux le dire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le territoire de Mayotte, contrairement parfois à d'autres territoires. Il y a des services qui sont les services du ministère de l'Intérieur, des services secrets intérieurs, qui regardent et qui surveillent les lieux que vous évoquez. Je veux simplement dire qu'ici, comme ailleurs, ma main ne tremblera pas. Et on fermera les lieux de culte, on fermera les associations, on poursuivra en justice, on expulsera, comme je le fais, je le crois, tout le monde le voit, au niveau national, si jamais il y avait des gens qui allaient contre les valeurs de la République. Alors hier, pour parler d'immigration clandestine rapidement, hier vous avez présenté les moyens et dispositifs nouveaux pour lutter contre l'immigration clandestine et pour la protection des frontières. Il y a Mansour Kamardine et d'autres élus qui demandaient et qui d'ailleurs avaient écrit une question au gouvernement sur le déploiement de Frontex à Mayotte. La réponse était étudiée selon la réponse écrite qu'on lui a envoyée, c'était l'année dernière. Où en est-on précisément aujourd'hui ? Moi, j'ai entendu la demande du député Kamardine. Je ne suis pas convaincu, mais on va regarder les choses, évidemment. Nous les regardons parce que Frontex, c'est une agence européenne, pour que tout le monde comprenne, qui consiste à protéger nos frontières. Mais le cas de Mayotte est tellement particulier qu'une agence européenne qui viendrait à Mayotte pour protéger nos frontières, je ne suis pas tout à fait certain qu'il serait plus efficace pour voir Frontex fonctionner en métropole et notamment à Calais, puisque c'est un des enjeux que de Frontex. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit plus efficace que les militaires de la gendarmerie et que les policiers français. Vous savez, il faut bien voir ce qui se passe. Depuis 5 ans, nous avons augmenté de 450 le nombre de policiers et de gendarmes supplémentaires. La moitié d'entre eux s'occupent justement de la protection des frontières. Il y avait 4 intercepteurs, c'est-à-dire des bateaux qui venaient à arrêter les kwassa-kwassa. Ils sont désormais 9. Je les ai rencontrés les 2 nouveaux ce matin. Ils vont être 11 en janvier prochain. Il n'y avait pas de radar pour protéger les côtes mahoraises, il y en a désormais 4. J'ai annoncé qu'on les remplacerait intégralement par des radars modernes. Ils seront 6 dans les semaines et mois qui viennent. Il n'y avait pas d'avions qui protégeaient les côtes, il y en a désormais 2 qui volent. On va d'ailleurs agrandir leur tournée, y compris la nuit. Et il n'y avait pas de drones. Et depuis quelques jours, il y a des drones qui volent à Mayotte pour surveiller la mer. Donc, bien sûr, si Frontex peut nous aider, nous le ferons. Mais je crois que la France, en mettant tous ses moyens, va permettre de lutter contre cette immigration illégale, mais aussi en ayant un discours très ferme avec les Comores. Je pense qu'on doit souligner que de temps en temps, les Comores nous aident
avec leur garde-côte, à empêcher les Kwassa d'arriver. Mais on pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus pour lutter contre l'immigration illégale. Et j'aurai que l'occasion de proposer des choses au président de la République très fermes. Alors, qu'en pensez-vous de ce séjour territorialisé que Mahorais et élus demandent à ce qu'on y mette fin? Est-ce que ça arrivera dans les prochains mois, dans cette mandature? Quand? La difficulté, c'est que si on remet en cause le visa Balladur, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, on a décidé que les gens ne pouvaient pas partir du territoire de Mayotte, et je comprends bien la demande mahoraise, on va créer plus d'attractivité encore. Parce que si quelqu'un qui vient sur l'île de Mayotte et a la certitude de pouvoir aller demain en Europe, il y aura encore plus de gens qui viendront à Mayotte. Et vous verrez que la question que vous me poserez ou poserez au prochain ministre, c'est de dire mais vous avez libéré les visas et finalement c'est encore pire. Voilà. Donc je pense qu'on peut étudier les questions pour soulager Mayotte. Ça, c'est une question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'ai répondu positivement. Mais l'État doit faire encore beaucoup plus pour protéger nos frontières. On commence à avoir un certain nombre de succès, mais c'est très encore en deçà de ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité et lutter contre l'immigration illégale. Alors, s'agissant du projet de loi Mayotte que les élus du département ont donné un avis favorable il y a quelques mois, où en est-on exactement aujourd'hui? Alors, les élus du département ont plutôt donné un avis défavorable au projet présenté par mon prédécesseur qui était Sébastien Lecornu, qui consistait à avoir, et c'est un beau geste, et moi je suis pour ce geste avec Jean-François Carinco, un texte de loi national dédié à Mayotte. C'est notre acte d'amour également pour Mayotte. Il y aura plein de sujets abordés. L'immigration, moi j'ai déjà sorti des dispositions pour les proposer dans ma loi immigration, notamment le fait qu'il faut que les 2 parents soient sur le territoire national de façon régularisée avant la conception de l'enfant. C'est une révolution que j'impose ici. En gros, plus de droit du sol à Mayotte tel qu'on le connaît, ça c'est une révolution. Et puis tous les avancées, notamment la convergence sociale qui est très attendue et qui est normale pour les Mahorais. À quel rythme on le fait? Il faut qu'on continue à en discuter. Donc moi, j'ai dit aux élus du département avec le ministre Jean-François Carinco qu'on est tout à fait prêt à discuter de la continuité de cette loi Mayotte. Et le projet de loi va se faire avec les élus ou comment ça va, les relations vont évoluer? Le projet de loi se fera avec les élus. Parce que vous savez, le problème de ces dispositions, c'est que les cotisations, aujourd'hui, doivent être payées à proportion des dépenses sociales que vous demandez. Par exemple, les retraites, la retraite n'est pas la même ici que sur le territoire national en entier. C'est une injustice pour les Mahorais, mais vous ne payez pas les mêmes cotisations entreprises. Et de ce que j'ai compris des débats précédents, je n'y étais pas, mais j'en ai lu les archives, c'est qu'on demandait ici des cotisations plus basses et la même prestation sociale qu'en métropole. Ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'on discute en toute honnêteté. Il n'y a pas d'élections qui viennent dans les mois qui viennent, donc on n'est pas obligé de faire de la politique. Et moi, mon bureau sera ouvert, mon téléphone sera allumé, et je reviendrai autant qu'il faut ici à Mayotte. Je reviendrai donc au mois de novembre prochain pour discuter de ce sujet très important. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Merci à vous. Et retour à Kaweni où nous allons retrouver Papineau Zaïdani pour la suite du journal. Merci Siti, et voilà donc pour cet entretien mené avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci pour toute votre fidélité. À tout à l'heure pour le journal en mahorais. Belle soirée à tous sur La Première.